je vais vous parler du grand requin marteau et de l'identification de ses habitats fonctionnels dans le Pacifique central. C'est un projet de thèse qui est encadré par Jean-Claude Gartner de l'UPF, mais également par Yannis Papastamatiou de l'Université de Floride en Australie, aux États-Unis, et de Charlie Oveners de l'Université de Flinders en Australie. Donc, le grand requin marteau, c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Selon l'UICN, en 70 ans, on a perdu 80% de sa population à l'échelle mondiale. Les causes majeures, ce sont la surpêche, la dégradation de ses habitats, la disparition de ses proies et une certaine faiblesse dans son écologie qui va freiner la régénération des populations. En Polynésie, l'espèce elle est protégée par le Code de l'environnement, mais on fait face à un contexte d'augmentation du tourisme et d'intensification de l'effort de pêche qui peuvent potentiellement être dommageables à la présence de l'espèce en Polynésie. Alors, une première étude a identifié que la Polynésie, notamment les atolls de Rangiroa et de Tikehau, rassemblent l'une des plus importantes populations de grands requins marteaux au monde. On a identifié un nombre record d'individus avec une ségrégation entre les mâles et les femelles, et des individus qui vont revenir sur le site, certains sur près de 15 ans. Donc on comprend que c'est une zone qui est importante pour l'espèce et la question va être de comprendre quelle est l'importance de cette zone pour l'espèce. Cette thèse elle va donc s'intéresser au déplacement des individus dans la zone, quelles sont leurs migrations, quelles sont les connectivités qui existent entre les atolls, et elle va également chercher à identifier les habitats fonctionnels de cette espèce. Qu'est-ce qu'on entend par habitat fonctionnel? C'est-à-dire toutes les zones où l'espèce va exécuter des étapes importantes de son cycle de vie, des zones d'alimentation, des zones de nurserie, des zones de croissance. Et tout ça, on le fait sur la base de... les pistes qu'on a, on les a de données qui nous ont été transmises par les gens qui vivent sur place. Donc, la méthode conventionnelle pour étudier les requins, c'est d'appâter, de capturer les individus, de les ramener sur le bord du bateau pour effectuer tous les protocoles. C'est un process qui est extrêmement stressant pour l'animal, et particulièrement pour le grand requin marteau, qui est sensible à ce stress, et on retrouve dans de nombreuses études dans le monde un risque de post-mortem une fois qu'on l'a relâché. On a donc opté pour une méthode qui est moins invasive, qui va consister à travailler in situ, sans appâtage, sans capture, à l'aide d'une arbalète sous-marine pour venir en une rencontre, poser une balise et récupérer un échantillon de tissu. On va poser deux types de balises qui vont nous renseigner sur des échelles spatiales complémentaires. La première, c'est la balise acoustique qui va nous renseigner sur les déplacements à l'échelle du lagon de Rangiroa et des atolls et des passes de Rangiroa et Tikehau. Donc ça consiste en un émetteur acoustique qu'on vient fixer et dès que le requin va passer à proximité d'un récepteur acoustique, il va enregistrer son passage. On a donc déployé tout un réseau de récepteurs acoustiques dans le lagon de Rangiroa et les passes de Rangiroa et de Tikehau. En parallèle, on va faire un marquage PSAT. Là, c'est une balise qui va être fixée sur l'animal pour un temps préprogrammé et qui va enregistrer certaines données. Elle va enregistrer la température, la profondeur et la luminosité. Avec la luminosité, on a l'heure du lever, l'heure du midi, l'heure du coucher du soleil, et ça va nous donner des coordonnées approximatives de l'ordre du 200 km près, mais qui vont pouvoir nous renseigner sur les déplacements à l'échelle du bassin océanique. On va viser 10 requins marqués par marquage acoustique et 10 requins en marquage PSAT. Pour identifier les habitats fonctionnels de l'espèce, on va s'intéresser au déplacement de l'individu et quel usage il fait des endroits où il se déplace. Donc, pour identifier les zones d'alimentation, on va faire ce qu'on appelle une analyse en isotope stable. Sur la base du bout de tissu qui a été prélevé, on va être capable de dire quel type de proie l'animal a consommé. Est-ce que c'était plutôt du requin, plutôt de la raie, plutôt du poisson? Et surtout, dans quel type d'habitat il l'a consommé? Est-ce que c'était plutôt au large, plutôt sur le récif, plutôt dans le lagon? Donc on va avoir les zones d'alimentation privilégiées, on va sur ces zones-là faire du comptage de proies et de diversité. Et pour identifier les zones de nurserie ou de mise-bas, eh bien on va s'intéresser aux patterns de déplacement, à la fréquence des déplacements sur ces zones, et on va corréler tout ça également avec des enquêtes d'observation des gens qui vivent sur place. Ces déplacements, on va également les corréler à des facteurs abiotiques tels que la température de l'eau, la courantologie, le cycle de la Lune. Et on va essayer de cartographier les zones où ils sont présents, donc déterminer la nature des fonds et la bathymétrie de ces zones. En termes de retombées, on attend les premiers résultats sur les mouvements et les habitats fonctionnels de cette espèce dans le Pacifique. Et ça permettra également de valider une méthode moins invasive de suivi des requins,
Et à l'échelle régionale, il y a un projet de plan de gestion de l'espace marin sur la commune de Rangiroa. Et donc cette thèse servira d'appui à la mise en place de ces mesures de gestion. Et puis, ça permet également de faire prendre conscience aux gens qui vivent dans ces atolls qu'ils ont une richesse exceptionnelle dans leurs eaux, avec la présence d'une espèce qui a pratiquement disparu ailleurs dans le monde. Donc c'est un projet de thèse qui est participatif, pluridisciplinaire et qui rassemble des acteurs aussi bien des gestionnaires que des partenaires associatifs ou privés. Et elle s'intègre dans un programme de recherche plus large nommé Tamataroa, nom du grand requin marteau, en Pomotou. Je vous remercie de votre attention. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Brian Dallès, doctorant en informatique en première année de thèse au sein du laboratoire GEPA Sud sous la direction du professeur Alban Gabillon et du docteur Sébastien Chabrier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment ma thèse va permettre d'évaluer automatiquement la qualité de la perle de Tahiti. De plus, je tiens à remercier l'ADRM et l'Université de la Polynésie française d'avoir financé ma thèse. En termes de contexte de ma thèse, l'objet d'étude est la perle de Tahiti, qui est une gemme reconnue internationalement pour sa qualité et sa valeur dans le domaine de la joaillerie et qui est issue de l'huître perlière Pinctada margaritifera. Cependant, l'évaluation de celle-ci se fait de manière manuelle, ce qui rend ce processus chronophage et coûteux en termes de ressources humaines. Il est donc nécessaire de développer une méthode automatisée utilisant de l'intelligence artificielle ou du traitement d'images. De plus, les avancées précédentes de ce travail ont été faites tout d'abord par Martin Laudeau, qui a permis d'automatiser la mesure de l'épaisseur de la nacre par rayon X, et par Gaël Mandonex avec le classement automatique du lustre. Concernant les objectifs de ma thèse, j'en ai 3. Le premier est de proposer un outil d'évaluation automatique du phénotype de la perle. Le second est de tester et de valider cet outil afin de le fiabiliser et d'en assurer son efficacité. Et le troisième est de produire une fiche phénotypique complète de la perle. Donc, qu'est-ce que le phénotype d'une perle? C'est l'ensemble des caractéristiques observables déterminant la qualité de celle-ci. Il y en a 5. Il y a la couleur, il y a le lustre, incluant l'orient, l'épaisseur de la nacre, les défauts de surface et la forme. Donc, prenons un exemple où nous allons essayer d'évaluer chacune de ces caractéristiques. Tout d'abord, commençons avec la forme. La méthode d'étude utilisée sera la prise de clichés photographiques afin de faire une reconstruction 3D de la perle ou simplement d'avoir une vue 2D de la perle. Ces clichés auront leurs caractéristiques extraites et serviront à alimenter un algorithme d'apprentissage machine qui nous donnera un résultat pour notre perle. Et dans notre exemple, elle est classée en tant que semi-baroque. Concernant la couleur, 50% du travail a été fait par la thèse de Martin Laudeau, qui permet de découper automatiquement le triangle rouge-vert-bleu afin de caractériser l'ensemble des couleurs des clichés photographiques. Et ces vecteurs de caractéristiques seront alors intégrés à un modèle d'apprentissage machine. Et dans notre exemple, nous obtenons une perle de couleur peacock. Concernant le lustre, qui est la thèse de Gaël Mandonex, la réflexion de la lumière à la surface de la perle sera utilisée afin de caractériser les attributs du lustre. Ce vecteur de caractéristiques servira à alimenter une machine à support de vecteurs, donc qui est un algorithme d'apprentissage machine, aussi appelé SVM. Et le résultat donné sera, dans notre exemple, un lustre de qualité moyen. Concernant les défauts de surface, un setup de vue multi-angle est utilisé afin de capturer la perle sous toutes ses faces pour pouvoir exploiter tous les défauts de surface de la perle. Les défauts de surface seront caractérisés et serviront à alimenter aussi un algorithme d'apprentissage machine spécialisé dans la quantification des défauts de surface et nous obtenons 20% de défauts de surface pour notre perle. Enfin, l'épaisseur de la nacre et la thèse de Martin Laudeau, qui est actuellement déployée à l'ADRM au sein de la cellule de contrôle de qualité de la perle pour estimer de manière automatique l'épaisseur de la nacre par rayon X. Après une chaîne de traitement d'image, nous obtenons l'épaisseur moyenne de notre perle qui est de 1,05 mm. Avec ces 5 caractéristiques, nous pouvons obtenir une fiche d'identité de la perle et ces 5 attributs passeront par un petit algorithme d'apprentissage machine permettant d'obtenir la qualité globale de celle-ci. Enfin, en termes de perspective de ma thèse, la première est d'automatiser complètement l'évaluation de la qualité des perles de Tahiti. La seconde est de mettre en place à terme une machine de tri automatique à la cellule de contrôle de qualité de l'ADRM. Et enfin, grâce à des études phénotypiques qui seront menées, d'améliorer la sélection génétique des huîtres pour améliorer la sélection, la qualité des perles produites. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, retrouvez-moi devant mon poster qui est juste là. Merci Brian. Bonjour, je me présente, je suis Elsa Birkel-Lespé.
Je suis en première année de thèse à l'UPF en sciences de l'éducation, spécialité didactique des mathématiques, sous la direction de Rodika Aline-Cailly et Antoine Delcroix, et au sein du laboratoire ISCO. Le sujet de ma thèse, manipulation d'artefacts à visée didactique pour l'apprentissage des mathématiques au cycle 4. Dans un premier temps, je vais vous parler du contexte, puis des objectifs de cette thèse, des moyens et des méthodes, des résultats attendus, et pour finir, des retombées scientifiques. Du point de vue du contexte, vous avez sans doute entendu parler des évaluations du niveau scolaire, comme l'enquête PISA, TIMSS, les évaluations de début d'année à la rentrée scolaire. Eh bien, toutes convergent vers la même conclusion. Le niveau scolaire en mathématiques baisse année après année, en France, mais aussi dans d'autres pays. Il existe beaucoup de raisons qui expliquent cette difficulté, ce niveau trop bas en mathématiques. Une des raisons soulignées par la recherche est que le processus d'abstraction en mathématiques est souvent source de difficultés pour les élèves, surtout pour le collège. En fait, l'utilisation du langage symbolique fait obstacle et perturbe souvent l'apprentissage des élèves. J'aimerais vous présenter quand même les résultats de l'enquête TIMSS. Donc c'est une enquête internationale qui mesure les tendances en mathématiques et sciences. Nous avons comptabilisé le nombre d'élèves n'ayant pas atteint le niveau élémentaire en mathématiques. Ça, c'est une enquête pour les élèves de 4e. En 1995, on est passé de 3% à 12% en 2019, du nombre d'élèves n'ayant pas atteint le niveau élémentaire. Il existe aussi des évaluations nationales qui permettent aussi de comparer les académies. Et donc, on a pu comparer et mesurer le niveau scolaire en mathématiques en Polynésie française. Cette année, à la rentrée scolaire, les 4e ont passé une évaluation de rentrée et on a comptabilisé 58% d'élèves ayant un bas niveau en Polynésie, contre 33% au niveau national. Donc, ce passage de l'abstraction mathématique des notions pose difficulté et donc un des objectifs de cette thèse va être d'améliorer ces apprentissages. Alors, je me place dans le cadre de la didactique des mathématiques. Alors, c'est une science qui étudie les processus d'apprentissage et d'enseignement des mathématiques dans le contexte scolaire. Pour ma thèse, du coup, je vais utiliser une des méthodes qui est déjà employée, qui a déjà fait ses preuves, et qui est en fait l'étape de la manipulation d'objets en première étape pour introduire une notion mathématique. Elle a ensuite suivi d'une étape de mise en image, de verbalisation, et ensuite seulement on arrive à l'abstraction de la notion. Donc, cette méthode est utilisée déjà depuis longtemps par Montessori, elle est recommandée par Piaget, par Brunner. Peut-être que vous avez entendu parler de la méthode de Singapour, qui utilise beaucoup cette méthode et qui fait d'ailleurs qu'eux sont super bons. Voilà, donc l'objectif, ça va être d'utiliser cette méthode, mais en fait, elle est développée surtout pour le niveau primaire et très peu pour le niveau collège. Donc, nous souhaitons améliorer les apprentissages au cycle 4 en développant un outil didactique à manipuler. Donc, à destination du cycle 4, c'est-à-dire les 5e, 4e, 3e. Donc, toujours dans ce processus de manipuler en première étape pour ensuite conceptualiser les notions plus abstraites. Ça servira à donner plus confiance aux élèves dans leurs apprentissages et d'aider les élèves en difficulté qui ont besoin de concret, en fait, pour apprendre. Mais aussi pour tous les élèves, parce qu'avec cette méthode-là, en fait, ça donne davantage de sens aux apprentissages. Ce n'est pas de l'apprentissage de techniques comme ça qu'on nous enseigne, mais il y a vraiment un sens derrière cette méthode-là qui est la recherche par la résolution de problèmes. Les moyens. Alors, cet outil
didactique aura 3 aspects. Un premier aspect tangible, c'est-à-dire qui sera manipulable entre les mains. Par exemple, l'utilisation d'un boulier pour apprendre les opérations est utilisée dans certains pays, un petit peu en France. Voilà, il y aura donc mais c'est pour les opérations pour le primaire, il y aura donc une étape comme celle-ci pour d'abord entre les mains. Ensuite, il y aura un aspect c'est déjà fini. Un aspect numérique qui sera donc une réplique sous forme de logiciel de cet outil. Et il y aura un aspect de contextualisation didactique, c'est-à-dire que je vais tenir compte du contexte polynésien pour susciter davantage d'intérêt pour les apprentissages des élèves polynésiens. Pour les méthodes, donc ce sera filmé. Je vais expérimenter ça l'année prochaine dans plusieurs classes du territoire. Et il y aura aussi des questionnaires qui seront distribués aux élèves et aux enseignants pour qu'ils puissent exprimer leur avis. Il y aura ensuite une transcription de ces vidéos et le tout sera analysé avec des méthodes scientifiques que je vous développerai si vous avez des questions après. Les résultats attendus, un accès aux notions abstraites plus facilité, une augmentation du niveau scolaire en mathématiques. Et les retombées scientifiques, mon objectif est de développer un panel d'outils à manipuler pour le cycle 4 et les manuels scolaires qui iront avec, car elles nécessitent d'une véritable ingénierie didactique pour que ce soit efficace. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Perceval Rebaud, un doctorant en première année de thèse au laboratoire GEPA Sud, sous la direction de Franck Lucas. Et mon sujet de thèse ma thèse a pour sujet l'étude de la génération de froid et d'électricité par l'eau de mer. Bien. Alors pour introduire le contexte général de ma thèse, il faut savoir que dans les territoires insulaires, dont la Polynésie française fait partie, la production d'électricité et de froid se fait majoritairement par combustion d'énergie fossile. Et cela entraîne une pollution atmosphérique. Pour pallier cela, une solution innovante a été mise en place il y a de cela quelques années, et vous avez peut-être déjà entendu parler de cela, c'est la climatisation par eau de mer profonde, le SWAC, avec 3 cas d'études en Polynésie française, un à Bora Bora, un à Tetiaroa et un plus proche d'ici et plus récent à Pirée pour le CHPF. Bien. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe principalement 2 technologies qui utilisent l'eau de mer profonde. Il y a tout d'abord l'eau-tech pour la production d'électricité et le SWAC pour la climatisation. Et l'objectif de ma thèse est d'étudier le couplage eau-tech et SWAC pour à la fois produire du froid et de l'électricité. Bien. Alors, normalement, il y a des animations, donc c'est plus doux, mais là, je vais tout mettre en bloc. Alors, ces 2 technologies, je vais vous les expliquer brièvement. On s'attarde sur le côté gauche pour l'instant avec l'eau-tech, dont vous êtes peut-être moins familier avec. Donc, eau-tech pour Ocean Thermal Energy Conversion, qui est une technologie qui utilise la différence de température entre l'eau de mer chaude en surface et froide en profondeur pour générer de l'électricité. Alors, comment on génère de l'électricité ? Il y a un fluide de travail qui va circuler entre ces 2 sources. Et donc, on prend cet exemple. Il y a de l'ammoniac liquide qui va aller dans un évaporateur. Et en fait, il va se réchauffer au contact de l'eau de mer chaude et s'évaporer. Cet ammoniac vapeur va ensuite faire tourner une turbine qui va générer de l'électricité. Ensuite, cette vapeur d'ammoniac va continuer son chemin dans un condenseur où elle va se refroidir au contact de l'eau de mer froide pour retourner à l'état liquide et ainsi faire un cycle pour produire de l'électricité. Alors maintenant, passons sur le côté droit de la diapositive avec la technologie SWAC pour Seawater Air Conditioning. Donc le fonctionnement du SWAC est un peu plus simple. En fait, il va y avoir de l'eau de mer froide en profondeur et une eau douce en surface qui vont circuler dans un échangeur de chaleur. Et en fait, l'eau de mer froide va simplement refroidir l'eau douce en surface qui va continuer son chemin vers un réseau de distribution de froid et donc de la climatisation. Alors que de l'eau de mer, elle, sera ensuite rejetée dans l'océan. Bien. Et le but de ma thèse est d'étudier le couplage de ces 2 technologies, le couplage eau-tech-SWAC. Alors, comment fonctionne un tel couplage ? Tout d'abord, il y aurait l'eau-tech, premièrement, avec la génération d'électricité entre la différence de température entre l'eau de mer chaude en surface et froide en profondeur. L'eau de mer chaude retournerait dans l'océan, mais l'eau de mer froide, elle, continuerait son chemin dans un autre échangeur de chaleur, où là, elle servirait de source de refroidissement pour de l'eau douce en surface et donc un système SWAC.
Cette eau douce irait donc dans des bâtiments à rafraîchir pour assurer la climatisation. Et le but de ma thèse est de modéliser ce système sur Python. Bien. Alors, avec ce couplage, il arrive deux problématiques majeures. En effet, elles sont ici. Tout d'abord, il y a le réchauffement de l'eau de mer froide dans l'OTEC. En fait, l'eau de mer froide arrive des profondeurs et pour générer de l'électricité, elle va se réchauffer. Et on veut savoir à quelle température elle sera en sortie de l'OTEC et avant d'entrer dans le SWAC, pour savoir si elle sera toujours assez froide pour assurer le refroidissement. Et l'autre problématique est de savoir quelle sera l'énergie produite par le cycle OTEC, la quantité d'électricité, en comparaison avec la quantité d'électricité nécessaire à tout le pompage de l'eau de mer et le pompage de l'eau sur Terre. Bien, alors j'ai fait une étude préliminaire en me basant sur le SWAC de Tetiaroa, donc un SWAC qui existe, et j'ai placé un OTEC fictif en modélisation pour voir l'ensemble et quels seraient les résultats. Alors tout d'abord, pour ce qui est des températures, on peut voir que l'eau de mer entrerait à 6,5 degrés et sortirait à 11,5 degrés, ce qui est un réchauffement significatif de plus 5 degrés qui n'est pas forcément compatible avec un système de climatisation par la suite. Et pour ce qui est de la production d'électricité, le cycle OTEC générerait en une année 66,5 MWh, mais toutes les pompes du système consommeraient, elles, 186,8 MWh, ce qui entraînerait une autoproduction d'électricité de l'ensemble OTEC-SWAC à 35%. Bien. Alors pour ce qui est des perspectives de ma thèse, il faudra que j'améliore et que je généralise mon modèle d'OTEC, donc en prenant en compte ces questions de réchauffement de l'eau de mer froide et de la quantité d'énergie produite. Il faudra aussi que je modélise le SWAC du CHPF sur Énergie Plus, un logiciel de modélisation thermique. Et enfin, je devrais assembler ces modèles de SWAC et d'OTEC et chercher l'optimisation de cet ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Doriane, je suis en première année de thèse au sujet de la médecine traditionnelle en Polynésie française. Cette thèse s'inscrit plus particulièrement dans un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui a pour but d'instaurer la durabilité de la médecine traditionnelle polynésienne, et donc de la préserver, de la valoriser. Puisque en Polynésie française, la médecine traditionnelle est la première des médecines. Elle est utilisée pour soigner tous les types de pathologies et fait partie intégrante de la culture polynésienne. Elle repose sur différentes pratiques de soins, que l'on appelle remèdes traditionnels ou encore Rao Tai Chi en tahitien. Il existe des Rao Tai Chi externes, à la fois qui sont des bains ou des massages, et des Rao Tai Chi internes que l'on va boire. Ce sont des préparations à base de plantes prises par voie orale. Ainsi, près de 200 plantes médicinales sont utilisées en Polynésie française pour la médecine traditionnelle. Cette médecine est une médecine qui respecte l'environnement, la culture et qui offre des soins à la fois peu chers et accessibles. D'où l'importance de la préserver et de la valoriser. Plus particulièrement, ma thèse porte sur les maladies infectieuses. Puisque ces maladies sont présentes partout dans le monde, la Polynésie française n'y échappe pas, touche tous les types de populations et cause malheureusement de nombreux troubles. Ainsi, les remèdes traditionnels aux propriétés anti-infectieuses font partie intégrante de cette médecine et sont très souvent utilisés. Le but de ma thèse est donc de fournir des études scientifiques à la fois sur l'efficacité et la toxicité des remèdes traditionnels aux propriétés anti-infectieuses les plus utilisés en Polynésie française. De ce fait, cela permettra de légitimer la médecine traditionnelle polynésienne et ainsi renforcer sa reconnaissance institutionnelle. Pour cela, le premier travail de ma thèse consiste à mener des enquêtes de terrain afin d'identifier, de recenser les plantes médicinales les plus utilisées en Polynésie française pour soigner les maladies infectieuses. Je suis donc partie pendant 2 mois sur le terrain, plus particulièrement sur 5 îles de l'archipel de la Société, afin d'interroger les Polynésiens à ce sujet. J'ai pu rencontrer tous les types de populations, tous les cadres socio-professionnels de tout âge et des personnes expertes et non expertes en médecine traditionnelle, afin d'avoir un panel de données assez objectif. Ainsi, à terme de ces enquêtes, j'ai pu recenser près de 90 plantes médicinales qui sont utilisées pour soigner les maladies infectieuses les plus communes, telles que le rhume, l'angine ou encore les infections cutanées.
La suite de mon travail consiste donc à sélectionner parmi ces 90 plantes recensées les plantes médicinales les plus pertinentes à étudier au laboratoire. 90 plantes, ça fait beaucoup à étudier. Donc la sélection se fait selon le nombre de fois que la plante m'a été citée lors de mes enquêtes, mais également le peu de données scientifiques qui se trouvent dans la littérature. Je collecte donc les plantes par la suite, j'en prépare des extraits, puisque ces extraits me serviront de base à mes études scientifiques au laboratoire sur ces plantes. Je testerai d'abord leur efficacité, avec un aspect antibactérien, puisque nous sommes sur des maladies infectieuses, puis leur toxicité. À terme, l'idée est de pouvoir identifier les molécules actives de ces plantes par différentes méthodes analytiques qui sont responsables de l'activité biologique et donc de cette activité antibactérienne. Ainsi, cette thèse est une thèse pluridisciplinaire, puisqu'elle commence par des enquêtes ethnobotaniques, puis par une étude, par des tests d'activité biologique, pour ensuite finir par des études phytochimiques. L'idée est de pouvoir recenser quelques plantes aux activités antibactériennes et bien sûr non toxiques pour l'homme, afin de pouvoir rédiger des monographies de plantes. Ces monographies sont des petites fiches récapitulatives avec les aspects botaniques et les aspects scientifiques que j'aurais pu fournir lors de ma thèse. Puisque ces monographies permettront donc de contribuer à l'élaboration d'une pharmacopée polynésienne et ainsi documenter les plantes médicinales en Polynésie française, ce qui permettra d'assurer la durabilité de cette médecine. Je vous remercie pour votre attention et rendez-vous dans mon poster si vous avez des questions.